Comment ce jeune malgache, parti à Paris pour ses études et destiné à une carrière de trader, est devenu le CEO d'Axian, l'une des plus grandes entreprises panafricaines? D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le business d'Axian, n'hésitez pas à écouter le premier épisode de la série qu'on a fait la semaine dernière. Dans cet épisode, vous allez découvrir son enfance entre Paris et Madagascar, comment il a réussi à s'adapter au contexte local à son retour à Madagascar, Comment il a réussi à se construire un réseau pour pouvoir développer son business et quelles sont ses valeurs cardinales qui le guident dans ses décisions professionnelles comme personnelles. C'est parti pour ce CEO Story avec un serial entrepreneur audacieux et visionnaire, Asnen Iriji. Peut-être que là, on va passer sur toi, parce qu'on t'en a un peu parlé tout à l'heure sur comment tu es arrivé à Madagascar, etc. Mais avant ça, on aimerait savoir, quand tu étais plus jeune, tu rêvais de devenir quoi? Enfin, déjà, est-ce que tu peux nous raconter juste ton enfance? Où tu as grandi? Où tu es né? Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance? Là, j'adore ce petit sourire. Alors, moi, je suis né à Tananarive, à Madagascar. J'ai fait toute ma jeune enfance, je l'ai faite à Madagascar. Et à l'âge de 5 ans, parce que la situation politique était compliquée à Madagascar, on était dans des années de communisme un peu hardcore, modèle nord-coréen. Et donc, à ce moment-là, mon père a décidé de nous scolariser en France. Et donc, j'ai fait tout mon primaire à Paris. J'ai fait tout mon primaire à l'école publique à Paris. Je suis vraiment un enfant de l'école publique et républicaine et j'en suis très très fier. Et donc et puis quand en sixième, enfin la situation s'est améliorée à Madagascar. Et donc à la fin de mon primaire, je suis rentré au collège à nouveau à Madagascar, au lycée français. En fait, c'est le collège, mais c'est sixième à terminale quoi. Donc je suis rentré, j'ai fait tout mon collège et mon lycée à Madagascar. Et puis, dès que j'ai passé mon bac, je suis venu faire ma prépa en France. Et à ce moment-là, justement, cette enfance-là, tu rêvais de devenir quoi? T'étais comment comme enfant? Est-ce que tu étais un enfant qui aimait l'école, qui n'aimait pas l'école? Est-ce que tu te voyais entrepreneur? De quoi tu rêvais? Écoute, te voir entrepreneur au primaire, c'est que tu es vraiment très, très bon. Très visionnaire. Après, tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs, donc ça peut aussi... C'est un vrai point. Écoute, moi j'avais un de mes véritables rêves. Je voulais faire comme papa. Je voulais être homme d'affaires comme papa. Ça claquait. Ça, c'était un truc, mais il y avait aussi un autre truc. Je voulais être astronaute. Okay. J'étais passionné par le ciel, par les planètes, les étoiles. Et moi, je voulais être astronaute, je voulais aller sur la Lune, vraiment. Donc, j'avais deux trucs en tête. C'est que je voulais faire comme papa. J'étais très fier de mon père. J'étais très fier de tout ce qu'il faisait. Le week-end, de temps en temps, il m'amenait à son bureau, ou à Madagascar, ou à Paris. Donc, j'admirais, je l'observais en silence. Et puis, je trouvais ça top. Se concentrer sur ses dossiers, etc. Quand il discutait avec les gens, je trouvais ça... Il y avait une forme de noblesse, il y avait une forme aussi d'élégance. Voilà, j'aimais beaucoup ça. Donc, je voulais faire homme d'affaires et puis astronaute parce que voilà, la quête de ce que tu connais pas, de l'au-delà, de l'infini, ça m'a toujours passionné. Donc voilà, c'était un peu les deux rêves du jeune. Donc, mais je n'ai pas pensé à être entrepreneur direct. Oui. Et comment ce rêve-là, tu l'as nourri justement pour faire tes choix? Parce que la prépa, est-ce que tu l'as fait comme beaucoup d'entre nous aussi, parce que tu es bon à l'école et tu te dis, je sais pas quoi faire, je vais en prépa, ou est-ce que c'est quelque chose que... Non. Alors, moi, j'ai eu le double phénomène. Assez tôt, je dirais, fin du collège, début du lycée. Je savais que je voulais faire une école de commerce. J'étais plutôt tenté par une école de commerce, je le sentais. J'étais pas vraiment bon en bio ou en physique. J'étais pas trop tenté par ça. Tout ce qui était lettres, etc., j'aimais bien, mais pas non plus que ça. Et par contre, j'aimais bien histoire géo-éco, j'aimais bien les maths. Donc voilà, je me disais, je me voyais bien dans une école de commerce assez tôt. Et en discutant, j'avais commencé, après j'avais les relations familiales, les amis, etc. Je connaissais des gens qui avaient fait des grandes écoles, donc je m'étais renseigné. Oui. La prépa, certains m'ont dit, mais t'es un grand malade, tu vas souffrir, D'autres m'ont dit, bah, c'est génial, c'est hyper formateur. Et donc c'est là aussi, d'ailleurs, tu découvres...
qui sont tes véritables alliés, qui te poussent ou qui te retiennent un peu. Donc voilà, c'est assez rigolo. Mais je voulais faire assez tôt, je savais que je voulais faire une grande école et une prépa. Et donc, je me suis, dès la seconde, première, à prépa orienté. Et puis, quand j'ai perdu mon père, je sais que c'était un de ses rêves d'avoir un de ses enfants qui fasse une grande école. C'était important pour lui. Donc ça a été un des gros moteurs aussi. Et justement, tu as beaucoup parlé de ton papa et des moments où tu l'as suivi dans son entreprise. Qu'est-ce qui t'a transmis, tu vois, de toutes ces années où tu as pu l'observer, le suivre, etc. et que tu gardes toujours en tête aujourd'hui, tu vois, que ce soit des valeurs, des pratiques, des principes? Écoute, ce qu'on m'a transmis, ce que mon père m'a transmis et ma mère toujours aujourd'hui, c'est deux choses très importantes. C'est la valeur de l'effort, du travail, de l'engagement. Et c'est la valeur de la solidarité. C'est d'aider, de partager. Toi, tu as eu cette chance. Toi, tu as été béni. Toi, tu as fait des belles études. Tu as été dans des belles écoles. Tu as un super job. Tu as des beaux bureaux, ceci, cela. Ben, partage. Accompagne les uns et les autres. Fais de l'impact. Ça, c'est important. D'accord ? La valeur de l'effort, la valeur de la solidarité. Après, je suis solidement ancré dans mes croyances parce qu'elles m'ont été transmises, parce qu'elles m'ont été expliquées, parce que je trouve écho dans mes croyances et je vis passionnément les choses. Et aussi, ce qui est important pour moi, et je crois que c'est les valeurs familiales. Enfin, je suis très proche de ma famille et j'ai un très fort ancrage familial. Trop chouette. Et d'ailleurs, vous continuez à travailler en partie en famille, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est ce qui a changé. Et je le dis toujours, on vient d'une entreprise familiale. Nous sommes maintenant devenus un groupe panafricain avec des capitaux privés familiaux. C'est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains groupes familiaux, et c'est complètement légitime et respectable, il y a parfois des filiations qui se créent, où il y a parfois des choix qui sont faits, où un tel ne peut pas faire ci, mais un tel peut faire ça. Nous, on a un pacte familial entre nous de gestion, comment on va opérer les règles entre nous, et ça c'est très important. Mais derrière, ce qui est important aussi, c'est de permettre à tous les talents de se développer, de tous les talents de s'exprimer et donner la chance aux meilleurs. Ça c'est très important. Donc, tout à l'heure, tu nous as beaucoup parlé de tes allers-retours entre Paris et Madagascar. Et donc, quand tu es revenu à Madagascar, quand ta mère te l'a demandé, tu connaissais évidemment bien le pays. Mais qu'est-ce qui t'a le plus étonné, d'un point de vue business, notamment quand tu es revenu au pays et que tu as décidé d'y travailler, que ce soit culturellement, dans les pratiques business, etc. En fait, c'est une question importante parce que souvent, il y a beaucoup de ripats, comme on les appelle, qui partent, qui sont nés dans le pays, qui partent en Europe et qui reviennent, ou en Europe, aux États-Unis, qui reviennent et qui pensent connaître le pays. Peut-être que... Moi, je dirais ce qui m'a beaucoup surpris quand je suis rentré, tu as quand même un poids des traditions. Tu as un poids des traditions, de l'écosystème traditionnel. Ça peut être pesant. Tu as un exemple ? Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête parce que ce n'est pas les réunions familiales ou ces choses-là. Au contraire, pour moi, ça, c'est une force. Mais la façon de penser, la façon de réagir, la façon de se faire conseiller, de se faire aider avec ses réflexes un petit peu parfois, la méfiance. Enfin, moi je suis quelqu'un de très ouvert, j'aime bien échanger, partager, j'aime faire ma propre opinion. Et les gens qui sont pétris de certitude ou qui t'expliquent, bah, tu sais quoi, viens, assieds-toi, je vais t'expliquer. Et ici, ça se fait comme ça, etc. Bah, attends, t'es gentil. Bon, on est à l'ère du digital, les choses vont un petit peu différemment. Non, mais je t'explique. Il y a du vrai. D'accord, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a du vrai, mais je crois, et ce qui m'a toujours un petit peu chagriné ou surpris ou choqué, notamment quand je suis rentré, c'est ce poids des traditions, des certitudes, des préjugés. Je crois qu'on en a beaucoup encore sur le continent, on a beaucoup de préjugés, et puis on se refuse de s'ouvrir à l'autre, de partager, d'échanger, de se dire bah, tiens, viens, on s'assoit, on communique, on a un problème, on discute, on essaie de le régler. Peut-être qu'on n'arrivera pas, mais la communication avec clé est importante. Et je crois que ça m'avait pas mal surpris, ça a été un petit peu difficile. C'est toujours parfois, quand tu arrives dans des pays où tu as pas mal de préjugés, d'incompréhension, les messages sont déformés. J'appelle ça plus le téléphone arabe, mais le téléphone africain. On va dire, on m'a dit que vous pensez que... attends, take it from the horse mouth. C'est clair. Et dans ça, du coup, quels ont été tes moments les plus difficiles dans ton aventure entrepreneuriale, dans les débuts, principalement?
Moi, je crois que ce qui a été très difficile et dans la construction de ce que nous sommes devenus et ce que je suis devenu, c'est que quand tu viens d'un background de PME, de société de taille moyenne, et surtout, moi je parle là, on est début des années 2000, mais c'est pas simple d'être crédible. Et souvent on te dit, attention, ça chez chasse gardée des grands groupes, il ne faut pas faire. Et ça m'a insupporté. Ou toi, groupe malgache ou africain, tu vas faire ça? Et ça, je peux pas. Voilà, ça c'est. Et pourquoi? Parce qu'on est africain, on est inférieur, on fait moins bien les choses. Bien au contraire, on les fait mieux, on les fait différemment, on les fait encore plus vite. Donc ça m'a insupporté. Voilà. C'est quand tu es PME, tu es du continent, on t'explique gentiment, bah, c'est pas pour toi, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, c'était extrêmement difficile. Donc, qu'on te prenne au sérieux, qu'on t'écoute, qu'on te donne cette crédibilité au début, cette chance du débutant, c'est pas évident. Voilà. Et bon, maintenant les choses changent et changent radicalement, heureusement, pour le bien. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs talentueux sur le continent qui écoutent maintenant les jeunes. Il y a de plus en plus de nouveaux écosystèmes, heureusement. Début des années 2000, c'était plus challenging. Je pense qu'on a la même question. Vas-y. Et comment toi, tu as été chercher cette crédibilité au début? C'est la question. On est trop synchro. Écoute, comment je suis allé... Tu sais, moi je crois une chose, et je le dis toujours, c'est le pouvoir de la méritocratie. C'est le pouvoir pour ceux qui méritent, c'est-à-dire c'est ton track record. Est-ce que tu as délivré? Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait telle valeur, etc. Mais tu dois aligner, par exemple, tes outils de financement, tes futurs clients, l'écosystème en général, pouvoir dire, bah, tiens, j'y arriverai. Et puis j'ai eu aussi la chance de rencontrer des formidables entrepreneurs. Je parlais de Xavier Niel tout à l'heure. Xavier, pour moi, m'a permis aussi d'asseoir ma crédibilité, de dire, bah, tiens, quand tu es associé avec Xavier Niel, il t'apporte ce poids et c'est important, il faut le dire. Et moi, j'aimerais donner cette chance demain à d'autres jeunes, c'est de se dire, bah, tiens, je travaille avec Asnen et Asnen m'apporte voilà, du support, m'ouvre des portes, comme Xavier me l'a fait, il m'a ouvert des portes, il m'a fait rencontrer du monde, etc. Et je trouve que c'est important. C'est pour ça aussi que je suis dans cette démarche d'impact, de partage, d'ouvrir les portes, voilà, d'échanger. Tiens, tu veux tel contact, je le fais régulièrement quand je reçois des mails de gens, des LinkedIn de gens, quand je peux. D'accord, je dis, bah, tiens, je vais te présenter un tel, tiens, ça peut marcher. La mise en relation, de donner quelques conseils, etc. Ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent, cette notion de networking. Comment, alors aujourd'hui c'est facile parce qu'effectivement tu as cet énorme track record, mais au début, comment tu travaillais ton réseau? Comment tu es parti chercher ces contacts? Au culot. Ah, mais il faut être toujours audacieux. Moi, j'étais en prépa, dans une prépa qui s'appelait Intégrale, et ils avaient cette citation de René Char. Certes, Henri, va vers ta chance, à te regarder, ils s'habitueront. Et c'est if you can dream it, you can do it. C'est tout. Tu y vas à l'audace. Moi, j'ai fait beaucoup de rencontres comme ça. Je dirais pas au culot, mais enfin bon, j'y suis allé quoi. Enfin, on est tous pareils. Be yourself. Ce que je disais tout à l'heure un peu plus tôt. Be nice, be kind, and be yourself. Ouais. Tu y vas. J'ai jamais pris. Toutes les personnes que j'ai la chance de rencontrer, personne ne m'a fermé la porte. D'accord. Et quand on a ce mythe de se dire, tiens, on va aller voir tel politique ou tel président ou tel ministre ou tel grand homme d'affaires ou tel banquier, ça va être compliqué, etc. Ouais. Ben ouais, mais il faut être synthétique, il faut être clair dans ton message, il faut être synthétique, pas de fioritures, être franc, pas raconter des salades. Et puis bon, ben après ça marche pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est d'accord de ne pas être d'accord. Mais voilà, c'est vraiment être transparent et être direct. Jusqu'à présent, dans ton aventure entrepreneuriale qui, je l'espère, va durer encore beaucoup d'années, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise ? J'en ai appris beaucoup et je ne sais pas si j'ai tout appris encore. Je crois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je crois que j'ai encore... c'est tel que tu me décris. D'un côté, tu me dis tu me la souhaites longue, la carrière entrepreneuriale, et puis j'ai l'impression que je suis au bout du voyage, quoi. Donc, non, ce que j'ai appris... Non, ce que j'ai appris... j'ai appris pas mal de choses, mais j'ai appris qu'on a des talents exceptionnels sur le continent. Je vois des gens sur le continent, vraiment, quand on a fait l'acquisition de notre dernière boîte en Tanzanie, mais je vois des gens qui sont talentueux, qui font le job, mais de façon incroyable, qui t'expliquent les choses et qu'il faut les écouter, il faut partager. Donc voilà, mon premier enseignement, c'est que je suis toujours surpris, émerveillé par ce que je découvre sur le continent. Idem, on a monté une boîte en DRC, en République démocratique du Congo.
Voilà, on commence à avoir des super talents. Et voilà, donc ça c'est un premier enseignement, c'est que je suis toujours émerveillé par les ressources sur le continent. La deuxième chose que j'ai appris, c'est never give up. Et c'est pas un 20 mots, c'est pas trois mots pour faire sympa, 3 anglicismes. Non, c'est vraiment never give up. Il faut être vraiment engagé, il faut être passionné, il faut être résilient et avoir le cuir épais. Moi, je dis il faut avoir le cuir épais parce qu'on s'en prend des coups régulièrement et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et surtout, ne pas se dire, ben voilà, je reste dans cette case-là, moi je dois faire ci et puis je bougerai pas. Ben non, ben ok, ben tu as un problème là, ok, ben va faire ça. Un exemple concret, dans les télécoms, nous, sur le continent, on n'est pas seulement des opérateurs télécoms, on est aussi des énergéticiens. Parce que les 3/4 de nos réseaux, ils ne sont pas connectés au grid. Donc on est obligé d'aller nous-mêmes créer nos systèmes d'énergie. Ben voilà, on devient des énergéticiens. On doit organiser l'approvisionnement en carburant dans nos groupes électrogènes. On doit être sûr que nos batteries sont chargées au fin fond de la pampa. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc pas être figé et se dire ben voilà, c'est être hyper ouvert, hyper flexible, hyper malléable et te permettre de faire plein d'autres choses, quoi. Et ça t'ouvre pas mal d'opportunités aussi. Nous, on a découvert des métiers d'énergie parce qu'on a eu ces contraintes. Donc, de faire de chacune de tes difficultés des véritables opportunités. Et on le prouve chaque jour, on le fait. Et juste pour compléter ma question, désolée Jennifer, quelle est la leçon qui t'a pris le plus de temps à apprendre? Je crois que c'est celle que je n'ai pas encore apprise. Ok, très bien, tu nous la partageras plus tard. Dans l'épisode 2. C'est ça. Et c'est quoi le prochain défi que tu as envie de relever avec Action ou que tu as déjà prévu de relever avec Action? J'espère que les collaborateurs du groupe n'écoutent pas trop, mais parce qu'ils vont s'affoler. Voilà, non. Le prochain défi, on a des défis tous les jours. Vraiment, tous les jours, on a des défis. Tous les jours, on crée des scoops. Tous les jours, on fait des nouvelles choses. Et c'est ça qui est aussi hyper excitant. Moi, je dis souvent chez Action, très souvent, on a des jours avec presque tout le temps, quoi. Il se passe des choses. Voilà, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a de la passion. Et moi, ce que je voudrais faire, et l'étape importante d'Action, il y a 3 choses qui me tiennent vraiment à cœur. La première chose, c'est d'être vraiment ce powerhouse de création au niveau du digital, de la tech, d'être ce powerhouse de partage de savoir, mais aussi de création d'écosystèmes. À savoir, on crée des opérateurs télécoms, on crée des boîtes de fintech, on investit dans un écosystème de tech, on a un CVC au sein du groupe, on a investi dans des boîtes de tech, en seed, en pré-série A, etc. On a parlé tout à l'heure de 42, on apporte du talent, de la connaissance, du savoir au niveau d'écosystème. On a commencé 42 à Mada. Je disais à Sophie, j'aimerais bien peut-être en faire un demain au Togo, peut-être en Tanzanie, j'en sais rien. Mais voilà, donc essayer d'apporter. Tu ne peux pas être juste toi, îlot de croissance, et pas t'assurer que toi, la chance que tu l'as eue, tu n'as pas partagé. Moi, mon prochain challenge, c'est beaucoup dans le partage. Mais pas seulement en mode je deviens une ONG Hare Krishna, pas du tout. C'est de se dire, c'est créer de l'impact, c'est toujours créer de la valeur parce que tu as besoin de la création de jobs, de la création de valeur, d'emplois, de paiement de taxes pour créer, d'avancer encore plus. Sinon, tu ne permettras pas d'avoir cette force d'inertie autour de tout le monde. Donc voilà, un des challenges importants, ça va être le partage et accompagner cet écosystème, soit en mode business, soit en mode école, soit en mode mentorat, de plus en plus. Tout à l'heure, on a quand même pas mal parlé de culture, et qui dit culture dit valeur. Et nous, on aime bien ce terme de valeur cardinale, c'est comme une petite boussole. Quelles sont les 4 valeurs cardinales auxquelles tu te raccroches quand tu veux prendre des décisions personnellement et qui influent forcément sur l'entreprise? La première valeur, pour moi, qui est la plus importante, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Sois toujours simple, sois toujours humble dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans comment tu partages, etc. La simplicité, l'humilité, c'est extrêmement important. La seconde chose, c'est la vérité. C'est de se dire les choses, c'est d'être transparent. C'est pas de raconter des salades ou viens que je t'explique. Ça marche pas. Et ça, la transparence, la vérité, être clair on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, c'est extrêmement important. La troisième chose, c'est l'échange, la communication, l'écoute. J'écoute, je communique
je me mets à la place des autres. Ça, c'est une valeur importante aussi. C'est toujours se mettre à la place des autres, pas se dire je défends ma merde, j'essaie de trouver des solutions moi. Mais comment je peux aider? Comment je peux aussi comprendre lui, il est dans quelle galère? Et la dernière chose, c'est l'enthousiasme, la bonne énergie et la bienveillance. Voilà, être très enthousiaste, bienveillant avec tout le monde. Voilà. La vie, elle est courte. Tu vas pas t'emmerder, t'enticher à te fighter ou... Trop peu pour moi. Life is fun. It's supposed to be fun.